Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici. Vous êtes connectés sur ce webinaire dédié à la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Paul Perper, Émilie Lesage-Perrieux, Charlotte Monteux et aussi Eric Viala. Je vais attendre 5 minutes pour l'arrivée d'autres participants et je vais commencer le webinaire. Un instant, s'il vous plaît. Donc, 10h32, on attend une minute de plus, donc bonjour à tous. Donc, on commence? Donc, bonjour à tous, merci d'être ici. Vous êtes connectés pour le webinaire dédié à la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, dédié à la jeunesse et un meilleur avenir. Aujourd'hui, la thématique, c'est les fonds publics et la propriété industrielle. J'ai l'honneur de passer la parole aux intervenants. Le webinaire va commencer aujourd'hui avec Paul Perper, délégué régional de l'INPI. Aussi, Eric Viala, qui va nous expliquer sur le financement en matière de pays au niveau européen. Aussi, Émilie Lesage-Perrieux, responsable juridique EPI chez BPI France. Et finalement, Charlotte Monteux, représentant de la CNCPI, présidente de la commission contrat, qui va parler de comment obtenir des investissements et ces stratégies. Je passe la parole à Paul Perper. Bon webinaire. Merci Bagda et bonjour à toutes et à tous. Donc je mets en place mon partage d'écran. Voilà, vous me direz. Est-ce qu'on voit bien? Oui, Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, je suis très heureux de partager ce webinaire avec vous toutes et vous tous. On m'a demandé de parler des soutiens aux entreprises en matière de propriété industrielle tels qu'ils sont proposés par l'INPI et notamment des soutiens financiers. Alors, avant, et là, je vous prie de m'excuser, j'ai un petit sujet de passer à l'écran suivant. Donc, alors, voilà. Et voilà, merci, excusez-moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je rappelle que moi, je suis à la tête de la délégation régionale pour l'Île-de-France, de l'INPI, avec une équipe de 27 collaborateurs, donc au service des entreprises. Nous les accompagnons dans leur démarche en matière de propriété industrielle. Et comment cette mission s'insère parmi les autres missions de l'INPI? Un bref rappel sur ce qu'elles sont.
D'abord, il y a une mission qui est une mission historique, on peut la qualifier comme ça parce qu'elle est, assumée depuis plus de 200 ans par l'État et l'INPI l'assume depuis plus de 70 ans, hein, et qui consiste à accueillir les dépôts de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles, à publier ces demandes et ensuite à délivrer les titres, correspondants. C'est ce qui permet d'avoir une protection des inventions au moyen de leur publication. Il y a une mission qui, elle, est toute récente, elle date de 2019, c'est la loi Pacte qui l'a confiée à l'INPI et qui consiste à gérer le guichet unique électronique pour les formalités d'entreprise. Donc c'est, là où les entreprises peuvent déclarer leur création, leur modification et leur cessation et ce guichet unique des entreprises, il est, actuellement en plein fonctionnement et il se substituera totalement au centre de formalité des entreprises à partir du 1er janvier 2023. Voilà. Et enfin, il y a la troisième mission, celle que j'abordais en présentant le travail de la délégation d'Île-de-France, qui consiste à accueillir et à accompagner les entreprises pour les aider dans leur démarche en matière de propriété industrielle. Heu, dans un premier temps, je voudrais vous parler de ce qu'est, le premier soutien que nous apportons aux entreprises sous la forme de cet accompagnement auprès des entreprises. Nous réalisons, en France, plus de 5 000 visites d'entreprises, par an, 1 200 pour la seule région, d'Île-de-France, et au cours de ces visites d'entreprise, nous apportons un accompagnement gratuit, qui est différencié selon le type d'entreprise que nous rencontrons et leur niveau de développement. Pour toutes les entreprises qui le souhaitent, nous sommes en mesure de venir les voir et répondre à leurs interrogations en matière de propriété industrielle. Et nous procédons toujours un peu de la même manière. Au cours d'un entretien qui dure en gros une bonne heure, nous réalisons d'abord un état des lieux, heu, suivi de recommandations et nous pouvons ensuite dresser des bilans, d'avancement des recommandations avec l'entreprise à l'occasion d'entretiens ultérieurs. Alors ça, c'est, l'accompagnement de base qui est proposé et qui nous permet de voir environ 1 200 entreprises par an en Île-de-France. À l'occasion de ces entretiens, on peut proposer un accompagnement supplémentaire qui consiste en, un entretien gratuit, là aussi, de 30 minutes, mais avec des spécialistes de différents sujets qui auront pu être décelés lors de notre première visite. Il y a 3 types de spécialistes auxquels on a, recours. Ces, permanences dites pro bono, consultations gratuites, sont organisées en Île-de-France avec d'abord des avocats spécialisés dans le domaine de la propriété industrielle, des conseils en propriété industrielle d'autre part et enfin avec des ingénieurs examinateurs de brevets qui sont des membres de l'INPI eux-mêmes. Voilà. Nous proposons ces permanences, par voie de téléphone ou de visioconférence ou par, réunion physique. C'est comme cela qu'on procédait notamment avant la crise sanitaire. Alors ces permanences, gratuites, elles permettent d'approfondir les sujets que nous n'avons pas pu, totalement, creuser pendant la première heure d'entretien et pour vous donner quelques illustrations, avec les avocats, on est amené à parler souvent des clauses, des contrats et des clauses en matière de propriété industrielle, qui doivent être placées dans les contrats des entreprises. Avec les conseils en propriété industrielle, on peut par exemple renseigner sur comment choisir sa marque ou bien, comment vérifier, l'antériorité de la marque et avec les ingénieurs examinateurs brevets de l'INPI, c'est évidemment le moyen d'avoir une première idée sur la brevetabilité de l'invention de l'entreprise. Heu, Tous ces rendez-vous sont organisés en accord avec, les organisations qui représentent d'une part les avocats, donc sur Paris, c'est le barreau de Paris et pour les conseils en propriété industrielle, c'est naturellement avec la CNCPI et c'est une formule qui rencontre un grand succès puisque nous organisons jusqu'à 150 rendez-vous par mois pour la seule région d'Île-de-France. Alors, à côté de ces visites, de prolonger de ces possibilités de consulter gratuitement ces
ces professionnels spécialisés dans la propriété industrielle, nous développons au sein de l'INPI essentiellement 3 types de programmes qui sont aussi des soutiens aux entreprises. En premier, si on commence par la gauche et qu'on va vers la droite, on trouve le pré-diagnostic en matière de propriété industrielle. C'est une prestation qui est réalisée auprès d'entreprises, soit par un chargé d'affaires de l'INPI, soit par un conseil en propriété industrielle qui est référencé par l'INPI. Cette prestation, elle est totalement gratuite pour l'entreprise, mais elle est valorisée à hauteur de 1 500 €. C'est le coût que représente, la prise en charge par l'INPI de ce pré-diagnostic. Il est proposé aux entreprises qui ont des enjeux, relativement importants ou complexes en matière de propriété industrielle et pour lesquels, et auprès de ces entreprises, nous effectuons une démarche en 2 temps. D'abord, un premier entretien d'environ 1 h 30 qui permet, de faire un bilan des sujets de propriété industrielle, puis un autre entretien qui est un entretien de débriefing au cours duquel nous proposons des recommandations qui sont, personnalisées, pour l'entreprise que nous avons rencontrée et qui donnent lieu à la remise d'un document écrit avec un plan d'action. Nous réalisons plusieurs dizaines de pré-diagnostics par an. C'est une formule qui est déjà ancienne, qui est largement rodée et qui a notamment inspiré, ce qu'est, l'IP-Scan, développé au niveau, européen. Le deuxième type de programme, d'accompagnement spécialisé va concerner les startups. Ça s'appelle le programme Startup. Il est développé depuis, quelques années désormais. Il vise les entreprises donc qui ont un enjeu en matière d'innovation, qui sont des entreprises innovantes, plutôt des entreprises récentes et qui n'ont pas encore atteint leur niveau de rentabilité. C'est un petit peu la définition qui est retenue pour la startup. Alors là aussi, nous rencontrons la startup et nous pouvons, émettre, à l'occasion d'un premier rendez-vous, un, plan d'action avec des recommandations en matière de propriété industrielle et la particularité de ce programme Startup, c'est que nous allons suivre les entreprises pendant au moins 2 ans. C'est-à-dire que nous allons avoir des rendez-vous réguliers avec elles et au cours desquels nous allons revoir à chaque fois ce premier plan d'action, voir si les recommandations ont été mises en œuvre, pouvoir procéder à de nouvelles recommandations le cas échéant et in fine, mesurer, le degré d'avancement de l'entreprise, de la start-up en matière de propriété industrielle. Et nous photographions cela dans un document que nous appelons l'empreinte pays et qui permet de, encore une fois, voir ce que sont les progrès accomplis dans tous les sujets de propriété industrielle. À la fin du programme, à la fin du programme Startup, nous sommes en mesure de remettre à l'entreprise une lettre de soutien qui va attester du fait que l'entreprise a suivi ce cursus et qu'elle a fait, elle a mis en œuvre un certain nombre de recommandations, ce qui est un élément de confort, hein, pour l'entreprise, notamment lorsqu'elle se présente, lors des levées de fonds ou lorsqu'elle rencontre de futurs, investisseurs. Ce programme Startup rencontre un assez grand succès puisqu'il y a plus de 200 entreprises sur la seule Île-de-France qui sont enrôlées dans ce programme. Le troisième programme spécialisé s'appelle le programme Alliance Pays. Il est assez spécialisé puisque là aussi, il concerne les startups et là aussi, il s'agit d'un appui qui est donné par les chargés d'affaires de l'INPI aux startups, mais les startups qui sont concernées par les projets de R&D collaboratifs et les transferts de technologies publiques-privées. Donc c'est un public qui est plus restreint, c'est, un programme qui est plus confidentiel en quelque sorte, mais qui a tout son intérêt pour ces entreprises qui doivent négocier avec souvent des grosses entités publiques, avec lesquelles elles nouent des partenariats, qui doivent négocier, des transferts de technologies, des accords de licence de brevet et cetera. Nous sommes là aussi en appui des PME pour les aider, dans cette, nouvelle étape de leur projet de développement. Ça, ce sont les 3 prestations qui sont, totalement gratuites pour les entreprises. Il y en a une quatrième qui est non seulement gratuite, mais elle est même un soutien financier que nous apportons aux entreprises. Il s'agit du Pass Pays.
Alors, qu'est-ce que le passe-pays? Eh bien, le passe-pays, c'est le moyen de financer les entreprises pour qu'elles mettent en place les actions qui sont recommandées par l'INPI. Donc, à l'occasion des visites que nous réalisons auprès des entreprises, nous détectons le besoin pour une entreprise de faire réaliser certaines prestations par des professionnels de la propriété industrielle et qui sont référencés par l'INPI. Voilà. Donc, l'INPI peut proposer aux PME et aux ETI, puisque ce programme s'adresse aux entreprises qui ont jusqu'à 1000 employés, de prendre en charge la moitié des dépenses qui sont occasionnées par la prestation que nous recommandons. Donc, prise en charge de la moitié. Heu et évidemment, c'est un facteur qui est très significatif pour déclencher la prestation, hein. Sans ce financement qui est proposé par l'INPI, peut-être que l'entreprise n'aurait pas autant envie de le faire ou les moyens de le faire. Donc c'est un facteur d'incitation à une bonne gestion de sa propriété industrielle. Donc cette prise en charge de 50 du coût de la prestation, elle se fait sous, heu, 2 limites de montant. D'abord, pour chaque prestation, l'INPI prend en charge, jusqu'à 50 dans la limite d'un total de dépenses de 6 000 €. Donc la participation financière de l'INPI va aller jusqu'à 3 000 € pour chaque prestation. Voilà. Et ensuite, chaque entreprise pourra bénéficier de 3 passe-pays au total, dont le total des dépenses ne pourra pas excéder 10 000 €, c'est-à-dire que la participation financière de l'INPI pour cette prise en charge ira jusqu'à 5 000 €. Donc 3 000 Oh, €. oh, j'ai une Comment? petite question. Est-ce que vous Oui, pouvez décrire les prestations, s'il vous plaît, parce que pour des financements qu'on vient d'aborder sur les pays, s'il vous plaît? tout à fait, Magda, donc j'y viens. Quelles sont les prestations qui sont éligibles à ce passe-pays? Vous voyez qu'il y a 6 familles de prestations qui s'affichent ici à l'écran. Et dans ces 6 familles, vous trouvez 15 prestations en particulier. Donc c'est assez diversifié et ça donne vraiment les moyens d'un soutien assez large aux entreprises. Voilà. Pour parler des prestations qui sont les plus fréquemment mises en œuvre, je vais commencer par la prestation relative aux brevets, notamment, et pour laquelle vous retrouvez 4 types de prestations dans cette famille brevet. Bon, le plus souvent, c'est, la liberté d'exploitation et brevetabilité qui est, proposée aux entreprises. Il s'agit, pour une entreprise qui dispose d'une invention qui a été réalisée dans l'entreprise, de savoir si cette invention, est brevetable et si elle est libre de brevetabilité, si elle peut être brevetabilité. Alors, comme, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on peut déjà commencer par avoir un rendez-vous avec un ingénieur brevet de l'INPI qui va vous donner un premier point de vue sur la brevetabilité de l'invention. Bon, mais pour avoir une étude complète et approfondie, on va proposer à l'entreprise d'aller voir un CPI, un conseil en propriété industrielle, qui va réaliser cette étude de brevetabilité et il va vérifier si les critères de la brevetabilité sont bien remplis, notamment le critère de nouveauté de l'invention et le critère d'activité inventive également, et il pourra faire un rapport sur cela. Et puis il vérifiera également, par exemple, si cette invention n'a pas déjà été brevetée par ailleurs grâce à l'accès aux bases de données qui sont évidemment disponibles et notamment sur le site de l'INPI. Voilà un premier moyen de financement qui est souvent mis en œuvre et qui est une aide à la brevetabilité en France. Le deuxième type de passe-pays qui est assez fréquent, c'est celui qui concerne les contrats, l'accompagnement contractuel. Vous le voyez ici en bas de l'écran. Il s'agit de permettre à l'entreprise d'avoir recours à, là aussi, un avocat ou un conseiller en propriété industrielle qui va proposer de réviser les contrats de l'entreprise, de regarder ces contrats et de lui faire des propositions pour insérer des clauses de propriété industrielle dans ces contrats qui soient, à jour et qui soient, les plus protectrices pour son entreprise. Voilà. Ça concerne tout type de contrat, ça concerne les contrats avec les clients, les contrats avec les sous-traitants, mais aussi les contrats avec le personnel, par exemple.
Ok. Je- On a désolé de vous couper, on a déjà passé les 15 minutes, mais j'ai une petite question qui Oui, c'est concernant les marques. Est-ce que l'IDPI peut acompanhar sur une recherche d'antériorité de marque? Peut-on bénéficier d'un passe pays alors si vous on fait pouvez, un appel en cabinet? vous pouvez bénéficier d'un passe pays lorsque vous déposez une marque à l'international, c'est-à-dire que vous proposez l'extension de la marque à l'international. C'est ce qui était prévu dans le troisième cas, là, marque, design, brevet. Dans ces cas-là, vous pouvez bénéficier d'un passe pays. Et sinon, au titre de l'antériorité des marques, vous pouvez retrouver sur le site de l'INPI un certain nombre de prestations, mais qui celles-là sont payantes, qui sont des moyens d'aller chercher dans les bases de données pour savoir ce que sont l'antériorité des marques. Je voulais juste conclure, si vous me le permettez, pardon d'avoir été trop long, en rappelant également, et c'est le dernier moyen de soutien financier de l'INPI aux entreprises, qu'il existe des aides financières sur les taxes de dépôt de brevets, puisque nous offrons 50% de réduction sur les principales redevances de procédure brevet, de réduction de ces procédures pour les PME, pour les organismes à but non lucratif ou pour les personnes physiques, c'est-à-dire pour les inventeurs isolés qui font cette démarche de dépôt de brevet. Donc, le tarif des taxes qui sont dues est diminué à hauteur de 50% sur une partie des annuités qui sont demandées aux entreprises. Alors, vous pouvez retrouver naturellement toutes les informations sur le site de l'INPI par rapport à ce que je viens de développer. Vous pouvez aussi nous interroger directement sur notre mail direct Île-de-France en un seul mot à timpi.fr et vous avez aussi un service d'information téléphonique qui est INPI Direct, dont le numéro s'affiche à l'écran. Merci à tous. Merci beaucoup. Je passe la parole à Eric Viala, s'il vous plaît. La parole. Oui, Bonjour, Eric. bonjour, bonjour. Alors, je vais déjà partager ma présentation. Ok. Voilà. Voilà, voilà. C'est bien. Alors, oui, on voit bien. Mhm. D'accord, parfait. Donc, je me présente. D'abord, je suis Eric Viala, je travaille à l'EIPO. Je suis coordinateur événementiel au département client de l'EIPO. Donc, avant de présenter, on m'a appelé aujourd'hui. Je tiens à remercier l'organisation pour nous avoir conviés à ce webinaire. Je vais présenter le fonds pour les PME européennes. Mais avant de commencer la présentation, je voudrais un peu expliquer brièvement, je pense que je vais avoir le temps, brièvement l'organisme pour lequel je travaille. Donc, l'EIPO, qui est l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, qui était connu comme OHMI jusqu'en 2016, est une agence décentralisée de l'Union européenne pour créer et protéger les droits de pays pour les entreprises et aussi pour les particuliers dans l'Union européenne. Nous sommes basés à Alicante. La création de l'agence a été fondée en 1994 et nous nous occupons de la gestion de l'enregistrement des marques de l'Union européenne et des dessins et modèles communautaires enregistrés. Nous en recevons chaque année, donc pour vous donner une idée, on parle de 135 000 marques de l'Union européenne par an et 100 000 dessins et modèles. Donc, grâce à ça, nous fournissons donc aux agents et aux créateurs de l'Union européenne une protection qui est valable dans tout, je répète bien, dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, évidemment, comme j'ai dit, nous travaillons sur un marché qui peut être représenté, on peut parler d'un marché de 500 millions de consommateurs. Donc, vous voyez bien un peu l'importance de la protection des actifs de votre entreprise. Et nous, depuis le début, en fait, notre activité se base pas seulement que sur l'enregistrement de la marque de l'Union européenne et des dessins et modèles communautaires enregistrés, qui sont
comme je l'ai dit avant, valable dans tous les pays de l'Union européenne, mais aussi sur l'harmonisation des pratiques d'enregistrement et du développement donc, de la propriété intellectuelle et industrielle avec nos partenaires des offices de propriété intellectuelle, comme par exemple l'INPI en France. Ensemble, nous formons un réseau, ce qui est appelé un réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, EIIPN, avec qui nous collaborons pour offrir aux usagers des expériences similaires à des enregistrements qu'ils pourront retrouver dans leur office national, mais disons à un niveau plus vaste, plus européen. Donc, le fonds pour les PME. Alors, le SME Fund, nous, on appelle ça donc le SME Fund, les éléments clés. Je vais commencer. Le SME Fund est un programme de subvention européen de plus de 16 millions d'euros qui a été déployé par la Commission européenne et le UIPO. Tout cela, il ne faut pas oublier, tout cela en coopération avec tous les offices de propriété intellectuelle nationaux de l'Union européenne, comme, encore une fois, l'INPI en France. Ce fonds est destiné à promouvoir la propriété intellectuelle auprès des PME européennes et à les aider financièrement à exercer leurs droits de propriété intellectuelle, notamment dans le dépôt de titres, marques, brevets, dessins ou modèles. Le SME Fund propose aux PME le remboursement partiel des taxes de dépôt acquittées pour certains titres de propriété intellectuelle dont nous verrons. Pour l'année 2022, les entreprises concernées peuvent faire leur demande pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Donc, vous voyez ici, du 10 janvier jusqu'au 16 décembre 2022. Très important. Le fonds, évidemment, est pensé pour être un fonds de 2022 à 2024, donc il sera renouvelé l'année prochaine. Mais cette année, donc, on a donc une fenêtre du 10 janvier jusqu'au 16 décembre 2022. Donc, les activités qui sont incluses, c'est les marques, dessins et modèles et brevets. Toute cette information, j'anticipe déjà, est valable et publiée sur notre site web, très facile à se rappeler. Donc, l'adresse est très facile, eipo.europa.eu. Et les bénéficiaires éligibles, comme j'ai mis dans ma présentation, sont les PME basées dans l'Union européenne. Ce qui est important à savoir, c'est que les petites et moyennes entreprises représentent 99% de l'ensemble des entreprises dans l'Union européenne. Donc, on parle de 99% de PME. Ce qui est important à définir est la PME en elle-même. Comment on peut définir une PME? Donc, 1, sur l'effectif du personnel et 2, sur le chiffre d'affaires ou le total du bilan. Donc, pour savoir si notre entreprise est éligible comme PME pour pouvoir recevoir la subvention, je vous invite à aller sur notre page Internet et aller dans la page du SME Fund pour pouvoir regarder les éléments clés et les critères sur lesquels sont basées la définition d'une PME. Encore une fois, l'accès du fonds, ce que je dois dire, c'est que le fonds a été lancé en 2021. Donc, grâce à fort de notre expérience, on a renouvelé ça en 2022, mais on a réalisé qu'il y avait certains aspects à améliorer. Donc, le premier aspect à améliorer, c'est l'accessibilité à cette subvention. Donc, les documents requis, vous le voyez sur votre écran, c'est très facile. L'attestation de TVA ou numéro d'identification fiscale. Un relevé bancaire avec les informations pertinentes et une déclaration sur l'honneur si vous êtes un représentant pour pouvoir représenter donc cette déclaration doit être signée pour pouvoir représenter l'entreprise, excusez-moi. Cette déclaration doit être signée donc par un titulaire autorisé ou un salarié de la PME, mais aussi une déclaration sur l'honneur de la PME, attestant que celle-ci donc répond aux critères d'éligibilité dont on a parlé auparavant et que le demandeur n'a reçu aucun autre financement de l'Union européenne pour réaliser le ou les projets de dépôt de propriété intellectuelle.
Merci. Donc, ce qu'il faut savoir, de quelles activités on parle. Donc déjà, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que le niveau de protection territoriale dépendra de la stratégie commerciale et des plans de croissance de la PME. Pourquoi je dis ça? Parce que tout d'abord, vous devez identifier si vous souhaitez vendre, distribuer ou par exemple céder sous licence vos produits et services donc dans un territoire bien précis. Quand on parle d'un territoire bien précis, dans ce cas-là, où on parle d'un pays ou on parle de plusieurs pays. Ce qu'il faut savoir, c'est si ces pays sont inclus dans l'Union européenne ou non, ou on peut faire un mélange des deux. Donc, il faut savoir qu'on a toute une palette, non seulement dans votre office national, par exemple à l'INPI, mais aussi à l'EUIPO, mais aussi à l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle, l'OMPI, vous pouvez déposer des marques ou des dessins qui, eux, seront valables dans un ou plusieurs pays. Je vous invite pour cela à aller sur la page de l'INPI et la page de l'EUIPO où vous verrez encore une fois un guide pour savoir quel est le meilleur titre pour votre entreprise. Donc, en revenant pour le fond, en revenant dans le guichet des subventions Ideas Powered for Business, ce qu'on a mis en place, c'est 2 chèques bien distincts, qui, eux, seront applicables selon la couverture de vos droits. C'est-à-dire, vous voyez donc sur la présentation, on a pour ce qui est des niveaux national, régional et de l'Union européenne, donc on a les taxes comprises qui sont la taxe de demande, de classe, d'examen, en gros, toutes les classes, toutes les procédures d'examen et d'enregistrement de la marque, et on peut avoir un remboursement. Vous voyez qu'on a un remboursement de 50% ou de 75% selon le titre présenté. On a les brevets aussi au niveau national, parce qu'il faut savoir que les brevets ne sont valables qu'au niveau national. On ne peut pas, par exemple, on a un office européen des brevets, celui-là n'est pas inclus. Donc, ce qui est avantageux, c'est que, ma prochaine slide, c'est que le SME Fund permet aux PME de l'Union européenne d'effectuer des demandes de remboursement pour bénéficier de subventions sous forme de ces 2 chèques dont on a vu auparavant. Donc, on voit. On a mis une valeur pour le chèque 1, pour les marques, des dessins et modèles, une valeur maximale de 1 500 € qui va vous être remboursée, et pour le chèque 2, pour les brevets, de 750 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour le chèque 1, on aura, pour les demandes de dépôt de marques et de dessins et modèles, toute une panoplie de remboursements qui va pouvoir être effectuée dans les 4 mois qui suivent le premier dépôt. Et ce chèque de remboursement sera valable donc jusqu'à 1 500 €. Et c'est la même procédure pour les brevets. Par contre, on a des remboursements à la hauteur de 750 €. Donc, vous pouvez voir que ces chèques, on peut choisir un chèque ou un autre, ou on peut choisir les 2 chèques. Donc, on peut être éligible à une subvention allant, en faisant la somme, jusqu'à 2 250 €. Mais comment ça marche tout ça? Parce qu'on nous dit, oui, bon, les remboursements, donc moi, je vais vous dire comment ça marche en 4 points bien distincts. Alors, et après, on va prendre un petit exemple. Donc, première phase, on doit demander la subvention. Donc, la demande de subvention est très facile. On va sur le site web de l'EUIPO, on crée un compte et on a un accusé de réception de la demande qui est envoyé en un maximum d'1 heure. Après, pour obtenir la subvention, après avoir examiné votre demande, il y a un comité d'évaluation de l'EUIPO qui vous informera du résultat, à savoir l'attribution de la subvention ou une quelconque demande d'informations complémentaires ou un rejet. Par exemple, pourquoi un rejet? En général, bon, on a un peu de rejet, mais par exemple, on va dire votre demande sera rejetée parce que vous ne rentrez pas, vous n'êtes pas éligible, votre entreprise n'est pas éligible pour être considérée comme une PME, par exemple. Bon,
on est positif. Donc, on dit que vous avez obtenu donc, la subvention. Après, normalement, ce rejet ou l'acceptation donc, de la subvention vous sera communiqué dans les 15 jours, dans les 15 jours ouvrables après votre demande. Après ces 15 jours, vous pouvez commencer à lancer les activités de propriété intellectuelle, ce qu'on appelle, nous, la mise en œuvre de ces chèques. Donc, vous avez, donc, après 15 jours, reçu le chèque, excusez-moi. Donc, vous avez une période de 4 mois pour activer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez présenter une marque au niveau national, c'est-à-dire à l'INPI, vous pouvez déposer une marque au niveau de l'Union européenne, et sachez que, par exemple, pour une marque, pour un dépôt national, pour la taxe de base pour l'INPI, on parle de 190 €. Donc, le coût final, si on applique le remboursement de 75%, le coût final de ce dépôt ne coûtera que 47,5 €. Pareil pour les marques de l'Union européenne, on a une taxe de base qui est de 850 €. Donc, on fait le calcul. Évidemment, je ne suis pas fort en calcul mental, donc j'écris à côté. Donc, on parle de remboursement de 637,5 €. Donc, finalement, vous n'aurez payé qu'un peu moins de 213 € pour un dépôt au niveau européen. Donc, tous ces remboursements seront accumulables. Et quand vous arriverez à 1 500 €, là, vous pourrez dire, OK, j'arrête dans les 6 mois qui suivent, j'arrête les dépôts et je peux envoyer les remboursements à l'office. Donc, en faisant un petit calcul comme ça, vite fait, par exemple, une entreprise basée en France qui est éligible comme PME peut pratiquement demander un dépôt national en France, un dépôt de dessin et modèle et un dépôt de marque en France, un dépôt de marque de l'Union européenne et un dépôt de dessin et modèle. Tout ça compris, et là, vous serez remboursé 75% de vos dépenses seront remboursées dans la période de remboursement de la subvention. Comment se passe le processus de remboursement? On a beaucoup de questions par rapport à ça à notre service d'information de l'EIPO. Donc, une fois que vous avez payé toutes vos activités, il faut vous connecter dans votre compte PME, vous remplissez le formulaire de remboursement, vous téléchargez donc toutes les preuves de paiement et normalement, vous recevez de suite donc un courrier électronique accusant réception de cette demande de remboursement. Et donc, sous réserve donc, de l'approbation de toutes les informations, un versement du remboursement sera effectué dans le mois qui suit. Donc, encore une chose importante, c'est que beaucoup de questions par rapport au fonds de PME de l'année dernière, ils nous disaient, oui, mais quand sera-t-on remboursé? Donc, on s'assure, on a une période de mise en œuvre de 6 mois pour les marques, donc c'est-à-dire pendant 6 mois, vous pouvez déposer les marques et dessins au niveau national ou au niveau européen. Pour les brevets, vous aurez 1 an pour pouvoir déposer toutes ces marques. Et puis après, vous rentrez dans la période de remboursement qui, elle, ne dure qu'1 mois. Ce qui est important à savoir pour la PME, c'est que d'abord, il faut effectuer la demande de subvention, pas de remboursement, mais la demande de subvention, et après, déposer les marques, dessins ou brevets. Très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces informations sont valables sur notre site eipo.europa.eu. Donc, je mets ici. Vous avez aussi un service d'information par email ou par téléphone. Vous pouvez appeler le IPO, donc vous verrez le numéro sur la page web. Vous pouvez parler directement en français. Nous avons des agents qui parlent pratiquement toutes les langues.
Et pour cela, nous avons aussi instauré un modèle de chat. Donc, vous pouvez, donc il y a un bloc d'informations qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais qui est bien un agent de l'EIPO qui sera à votre service et à votre disposition sur notre page. Donc, voilà. Merci beaucoup, Merci. Eric. J'ai essayé de concentrer tout ça en 15 minutes. Oui, nous avons des questions, mais on va garder pour la fin. D'accord. J'aimerais passer la parole à Émilie. Émilie, je vous laisse vous présenter et votre institution aussi, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci Magda, merci Eric et merci Magda, Delphine et Hélène Sifaï pour l'organisation de ce webinaire et surtout pour l'invitation. Je me présente, moi je suis Émilie Lesage-Périlleux, je suis responsable du domaine juridique et propriété intellectuelle au sein de la direction de l'innovation de BPI France. BPI France, c'est la banque publique d'investissement, donc on peut peut-être se demander finalement ce que fait BPI France au sein de panélistes qui sont plutôt dans l'écosystème propriété intellectuelle. Le lien, il est finalement assez rapide, hein, c'est que lorsqu'on intervient en financement de l'innovation, on est à l'origine, ou en tout cas on l'espère, de la création d'actifs immatériels qui, eux, ont vocation à être protégés par le système de la propriété intellectuelle. Et donc, chez BPI France, on met en place des moyens pour financer l'innovation et accompagner l'entrepreneuriat. Et on a à cœur que tous les actifs qui vont être générés puissent effectivement nourrir un retour sur investissement par le biais de la propriété intellectuelle. Alors, est-ce que vous voyez bien ma présentation? C'est bon? C'est parfait. Il est 11h12. J'essaye de m'efforcer de finir à l'heure pour Charlotte. Alors, hop, et ça n'a pas l'air de vouloir défiler. Si, hop, là, c'est bon. C'est bien la slide 2? Ça vient dérouler? Parfait. Peut-être une brève présentation de BPI France, si on peut le faire en bref. Avec l'activité 2021, donc comme je le disais tout à l'heure, BPI France est la banque publique d'investissement de France. C'est dans ces quatre dimensions finalement sont inscrites la définition de BPI France, qui est effectivement une banque auprès d'autres banques classiques, mais dédiées vraiment au monde de l'entreprise, les PME, les ETI tout particulièrement. Comme toute banque, en fait, il y a un certain nombre d'implantations, en l'occurrence une cinquantaine d'implantations en France, avec une réelle volonté de proximité par rapport aux entreprises et d'être vraiment très auprès des entreprises pour le financement de leur développement. Banque publique, parce qu'on opère énormément de financement pour le compte de l'État. C'est-à-dire que l'État, en fait, utilise BPI France en tant qu'opérateur pour mettre en place tout un système de financement de l'innovation, d'aide à l'innovation, qui est considérable aujourd'hui et qui a d'ailleurs considérablement augmenté ces dernières années, comme on pourra en parler. Et puis, banque publique d'investissement, puisqu'on intervient également, donc là également, pas mal pour le compte de l'État, en participant directement en fonds propres aux entreprises. Donc, c'est une partie investissement avec finalement une société de gestion également qui est hébergée chez BPI France. Alors, pour faire tout ça, on a 3000 collaborateurs et puis les chiffres, vous voyez, sont assez vertigineux. On a en fait quasiment 25 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie française en 2021, avec donc une grande part sur le financement direct avec 15 milliards d'euros, et puis sur l'investissement, le financement de l'export, mais également sur le financement de l'innovation, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, avec 4,4 milliards d'euros en 2021 et probablement 6 milliards en 2022. Donc là, encore une fois, ce sont vraiment des financements qui sont dédiés au développement de l'innovation, donc aux entreprises, à côté desquelles BPI France va faire intervenir différents mécanismes d'aide à l'innovation. On va voir lesquels et à quelles conditions. Donc, ce sont ces sommes qui sont importantes, hein, qui nous permettent d'intervenir auprès de dizaines de milliers d'entreprises.
Et puis, ce sont également donc trois grandes dimensions métiers qui sont exercées chez BPI France. Le financement, donc l'intervention classique d'une banque. L'investissement, donc là, l'intervention plutôt capital risque, mais également un métier qui se développe beaucoup, qui est l'accompagnement, avec donc le développement de produits qui vont permettre à BPI France de mettre en relation les entreprises et les entrepreneurs surtout, avec tout un écosystème d'experts, et notamment également sur la propriété intellectuelle, pour avoir un développement global, pas sur le plan uniquement financier, mais également sur le plan économique, stratégique, bref, sur tous les plans qui sont nécessaires et qui font toute la dimension immatérielle également de l'entreprise. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Comme je le disais, finalement, que vient faire une banque parmi des panélistes qui parlent de propriété intellectuelle? Tout simplement, en fait, quand on finance l'innovation, on entretient un cercle vertueux qui repose sur des ressources immatérielles qui sont proposées par l'entreprise. Donc, essentiellement du capital humain, finalement, des femmes et des hommes qui vont faire de la recherche, du développement et de l'innovation et produire par là même des actifs immatériels, brevets pour les technologies, mais de tout type. Et ces actifs immatériels, on espère que par valorisation, ils vont eux-mêmes pouvoir créer à nouveau des actifs matériels et entretenir un cercle vertueux de l'innovation. Et donc, que fait BPI France là-dedans? C'est l'injection des actifs matériels, donc les fameux 25 milliards, oui, je crois que c'est 20 milliards dont on a parlé tout à l'heure, pour la production de ces actifs immatériels. Tout ça, ça ne se fait pas sans un minimum de garantie. On connaît les banquiers, ils ont besoin malgré tout d'un certain nombre de sûretés. Et pour s'assurer que les opérations sont les moins risquées possibles, la Banque de l'innovation, BPI France, va chercher à vérifier que les projets pour lesquels des demandes de subvention sont faites par les entreprises sont le plus safe possible, les moins risqués possibles sur le plan technico-économique, financier, mais également juridique et propriété intellectuelle. Et on souhaite ainsi pouvoir maximiser la valeur future des actifs immatériels générés. Donc, c'est un système gagnant-gagnant, tant pour les bailleurs de fonds, et en l'occurrence, c'est l'État qui apporte la plupart de ces financements. Et donc, l'État va finalement, l'État français, accepter de partager le risque qui est encouru pour tout projet d'innovation, et donc financer pour partie un projet d'innovation porté par une entreprise, l'accompagner, le structurer à travers donc une intervention également qui peut se faire sur des accompagnements par de la mise en relation avec des experts. Mais tout ça, c'est sous réserve d'un minimum de sécurité qui vont reposer sur le respect d'une réglementation assez particulière, notamment pour le financement de l'innovation, parce que tout ça obéit à des règles européennes très spécifiques. Et puis, sur la possibilité de garantir des retours financiers potentiels futurs. En fait, quand on intervient pour financer l'innovation, on peut intervenir sur des mécanismes dits subventionnels, donc des aides qui sont apportées pour les entreprises et il n'y a pas de retour attendu spécifiquement, si ce n'est le fait qu'on contribue à produire des actifs immatériels qui vont développer globalement le progrès et l'innovation. Mais certains mécanismes d'aide, notamment typiquement ce qu'on appelle des avances remboursables, ou également lorsqu'on va venir accorder des prêts bonifiés, par définition engage un retour financier potentiel. Et là-dessus, en fait, l'État va chercher à vérifier que l'on peut garantir au maximum les retours financiers effectifs. Et puis, évidemment, il y a également, alors je déplace une barre qui m'empêche de voir mon écran, voilà, sécuriser les actifs. Et donc ça, c'est un souhait également que l'on a lorsqu'on finance l'innovation, c'est que finalement, on sait qu'on est à l'origine
de la production d'actifs immatériels. Et donc, BPI France va faire en sorte de vérifier au maximum que ces actifs immatériels vont effectivement être protégés. Donc là, en bleu, j'ai mis un pays là un petit peu partout pour dire que finalement, la propriété intellectuelle, puisqu'on est en plein World IP Day, la propriété intellectuelle, elle fait partie de tout ça, puisque à la fois, elle représente des dépenses qu'on va pouvoir financer. Donc, quand on finance l'innovation, on finance aussi des dépenses de propriété intellectuelle. L'API, c'est aussi un outil qui va venir structurer typiquement un projet d'innovation. Par exemple, quand on est sur un projet collaboratif, on sait que la propriété intellectuelle, elle va venir structurer la collaboration à travers l'accord de consortium entre les différents partenaires. La propriété intellectuelle, en tout cas, c'est un élément qu'on va regarder dans les demandes de subventions qui nous sont faites pour vérifier que c'est quelque chose qui est monitoré, qui est sous contrôle et qui est suffisamment mature sur l'entreprise. C'est une garantie, donc on va vérifier qu'elle est effectivement bien structurée. Et puis voilà, c'est un sujet qui est également un sujet réglementé, en tout cas en termes d'aide à l'innovation, qui vient garantir les retours financiers potentiels, c'est-à-dire que l'État banquier va finalement, dans une certaine mesure, demander à percevoir des redevances sur la valorisation de l'API quand il accorde une aide sous forme de prêt ou autre. Et puis, encore une fois, c'est donc un moyen évident de sécuriser les actifs et puis également un petit aspect souverainiste qui permet de vérifier qu'on développe effectivement l'économie sur le territoire français. Émilie, Ouais. j'ai une petite question. Peut-être, pouvez-vous, s'il vous plaît, parler de l'aide pour les doctorants, s'il vous plaît? Oui, j'y viens. C'est effectivement juste après, et c'est le signal que j'ai peut-être un petit peu débordé sur mon temps, mais j'y arrive. D'accord. Alors, comment ça se passe exactement? Alors, je pourrais vous décrire par le menu tous les outils qui sont mis en place par BPI France, mais c'est une grande maison avec beaucoup d'outils, parfois même probablement un peu trop. Retenez qu'il y a un continuum de financement qui permet d'aller proposer en fait des aides pour les tout petits projets, voire même les personnes physiques, et effectivement, notamment typiquement les doctorants, avec par exemple un produit qui s'appelle iPhD, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc on commence en fait dès l'origine, je dirais, hein, on va même chercher les plus jeunes entrepreneurs avant même encore qu'ils aient décidé d'être entrepreneurs. Et puis, ce continuum de financement, en fait, va proposer des produits, des aides à l'innovation qui vont aller jusqu'à des très gros projets, les projets collaboratifs avec une dimension de filière sur lesquels on va pouvoir financer à hauteur de plusieurs millions d'euros, voire même ce qu'on appelle des grands projets importants d'intérêt européen commun. En ce moment, on finance, alors là, cette fois, on parle de milliards d'euros, mais on finance des grands projets qui sont autour notamment de la mobilité hydrogène et qui vont redessiner probablement l'avenir. Alors, avant d'en arriver là, on va se rassurer, on a quand même des outils un petit peu plus pragmatiques qui sont effectivement ouverts aux jeunes. Là, je vous ai dessiné une sorte de parcours client et puis qui permet de voir un petit peu tous nos produits. Donc, on a notamment BPI France Création qui est un produit qui est destiné à s'y retrouver dans le monde de la création d'entreprise et comprendre en fait quels sont les différents outils pour le jeune entrepreneur. On va même au contact des entreprises et je dirais de la France en fait, à travers notamment le Big Tour et le Deep Tech Tour. Peut-être que vous avez déjà vu des camions BPI France venir notamment sur les plages l'été pour expliquer finalement ce qu'est l'innovation et puis donner accès à tous ces produits. On est beaucoup également autour de l'animation des communautés et puis de l'effet réseau, l'effet écosystème, avec donc le hub qui permet de mettre en relation des PME et des grandes entreprises,
mais également un autre outil qui est le volontariat territorial en entreprise, qui va permettre de financer finalement un peu comme un VIE, mais qui est cette fois organisé au sein des PME et qui va mettre en contact un jeune avec une entreprise et puis faire le pari sur cette stimulation gagnante-gagnante entre l'entreprise et puis le jeune qui commence donc dans son parcours professionnel. Donc, mettre en place un outil pour se retrouver dans l'accès à l'offre, animer les communautés, financer l'innovation. Et donc là, c'est des produits bien spécifiques qui vont partir, donc, par exemple, d'un iPhD, qui est un concours ouvert aux doctorants, des doctorants qui sont donc portés par un laboratoire académique et également par une structure de transfert de technologie. Et qui vont pouvoir donc candidater à un concours pour leur permettre d'obtenir des formations gratuites et du mentoring, tout un parcours en fait sur 12 mois et finalement faciliter le pas à franchir pour accéder au monde de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le concours iPhD. On a également plusieurs autres concours, peut-être que certains connaissent le concours iLab, qui est là aussi une subvention pour lancer finalement une entreprise autour de la création d'une création innovante et qui va permettre d'accéder à une subvention de plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, donc beaucoup de produits pour la création, c'est la bourse French Tech, iLab, pour ce qu'on appelle la deep tech, donc quand on est résolument sur une idée de création d'entreprise qui va permettre de créer une start-up avec une innovation dite de rupture qui va apporter clairement dans le paysage de la technologie des aides pour la croissance et puis pour la collaboration. Et puis enfin, on a des produits également qui vont permettre d'accélérer les entreprises et qui vont notamment sur l'API permettre d'offrir un certain nombre d'aides spécifiques aux entrepreneurs. Voilà, donc tout un continuum d'accompagnement et de financement. Je pourrais éventuellement vous préciser un ou plusieurs de ces dispositifs, mais je vais laisser la parole à Charlotte parce que je vois que j'ai quand même déjà mangé aussi moi-même sur mon temps. C'est trop court, un quart d'heure. Merci. Merci beaucoup, Émilie. C'est vrai que c'était très intéressant. Du coup, on aurait envie d'avoir un peu plus de temps pour évoquer tous ces sujets. Merci encore une fois à l'NCFI pour l'organisation du coup de ce webinaire. Et merci pour l'invitation. Moi, ici, donc, je représente la CNCPI, donc Charlotte Monteau, je suis conseil en propriété industrielle. Je suis donc membre, comme tous les conseils en propriété industrielle, de la CNCPI. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Parfait. Donc, merci. Ce que je voulais vous présenter ici aujourd'hui, c'est de savoir, d'un point de vue du conseil en propriété industrielle, quels sont finalement les axes de stratégie pour les entreprises pour obtenir des financements et évidemment attirer les investisseurs. Alors, du coup, je rétropédale un peu, mais je pense que c'est important de bien se positionner par rapport à la question de savoir finalement à quoi ça sert les actifs de propriété intellectuelle. La première idée qui nous vient, c'est effectivement de pouvoir se protéger et se défendre vis-à-vis de la concurrence qui est ardue et qui en plus est vraiment internationale. La deuxième, c'est de pouvoir se dire qu'on peut gagner en visibilité. Pourquoi? Parce que finalement, les registres sont publics, en fait. On peut, grâce à des recherches, notamment avec du pattern mapping, de voir finalement, faire des recherches sur des concurrents, voir comment ils se sont protégés, dans quel territoire, sur quelle technologie. Grâce aux données des brevets, par exemple, on arrive effectivement à voir cela. Pareil, pour les marques, on peut voir dans les registres des marques, du coup, les stratégies finalement de protection. Et là, on le voit par exemple avec les NFT. Il y a beaucoup d'articles de presse en fait qui parlent justement des nouvelles stratégies de dépôt de marque des industries, par exemple, dans le domaine
de la mode, pour s'adapter justement à ce nouveau monde du métaverse. Donc, ça donne cette visibilité et puis ça permet effectivement d'être identifié en fait par un grand groupe, par exemple, lorsqu'on est une start-up, de dire cette start-up, elle a l'air d'être innovante dans tel ou tel domaine. Ça permet évidemment de susciter aussi des partenariats très forts, puisque justement les grosses entreprises peuvent aussi aller puiser en fait des ressources au sein des PME ou des startups et évidemment des laboratoires de recherche publique pour collaborer ensemble ou éventuellement même prendre des licences. Et du coup, on se retrouve dans un rapport de force qui sont parfois inversés entre un grand groupe, par exemple, et une startup ou une PME. Évidemment, ça va permettre de générer des bénéfices à long terme. Donc, les actifs de propriété intellectuelle, c'est sûr que c'est une acquisition, que ça a un coût, mais en réalité, il faut davantage le voir comme un investissement pour plus tard, l'idée étant effectivement d'avoir un retour sur investissement le meilleur possible. On voit bien, et aujourd'hui les entreprises en Europe l'ont bien compris, en fait c'est aussi un moyen très fort de gagner en compétitivité, notamment par rapport à une concurrence accrue dans des pays où le prix du travail peut être moins élevé. Et du coup, on a des prix plus élevés, mais on arrive à se défendre justement grâce à des actifs de propriété intellectuelle, à l'innovation, et vraiment à se positionner sur des marchés. Évidemment, ça donne aussi l'image d'une entreprise innovante, de pouvoir avoir ces actifs de propriété intellectuelle. Ce sont aussi des outils marketing, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, dans le domaine des cosmétiques, vous voyez tous en fait avec les publicités, lorsque les nouveaux produits cosmétiques sortent, en général, on voit la mention formule nouvelle brevetée, etc. Ça permet, et encore une fois, ça c'est le point qui est important, dont on veut discuter aujourd'hui, de rassurer les investisseurs. Et du coup, Émilie, on a bien fait la démonstration au niveau de BPI France. C'est quelque chose qui est regardé de près par les investisseurs parce qu'ils raisonnent en tant qu'investisseurs. Et en réalité, les actifs de propriété intellectuelle sont des actifs immatériels qui ont une valeur au bilan, sur lesquels ensuite on peut générer des opérations de valorisation par des licences, des cessions, des opérations d'amortissement. Donc, c'est un vrai actif à valeur. Et évidemment, pour les futurs acquéreurs, ça a aussi un intérêt fiscal. On voit qu'il y a des optimisations fiscales intéressantes en fait, pour les entreprises grâce aux actifs de propriété intellectuelle. Donc, plus que finalement un coût, il faut le voir vraiment comme un investissement. Je voulais vous faire un petit focus aussi aujourd'hui sur un axe en fait dont on a parlé tout à l'heure à différentes reprises. Ce sont les accords de collaboration. Finalement, c'est important de constater qu'aujourd'hui, toutes les entreprises travaillent de manière collaborative en fait. Que ce soit les PME, les startups, les grands groupes, évidemment les laboratoires de recherche publique, ils ont tous intégré finalement ce mode collaboratif. Pourquoi ? Parce que finalement, ça va créer une culture de l'expérimentation beaucoup plus efficace, c'est-à-dire que la recherche qu'on pouvait voir, qui pouvait parfois être un peu académique dans les laboratoires de recherche publique, en réalité, avec le concours des entreprises, start-up, PME, grand groupe, ça permet effectivement d'adresser un peu mieux et de dire quels sont les besoins du marché et surtout de pouvoir finalement accélérer en fait l'accès au marché finalement de ces innovations. Encore une fois, ça crée des partenariats très forts finalement entre ces différentes structures qui vont être liées dans le cadre de ces accords de collaboration de consortium, mais même après, parce qu'en réalité, il va y avoir des résultats qui vont être générés grâce à ces accords de collaboration de consortium, avec potentiellement des licences aussi futures qui vont être données, donc de la valorisation et finalement du financement pour de nouveau s'autofinancer et faire de nouveaux projets de R&D. Évidemment, ça permet d'avoir une R&D plus agile et plus adaptable en fait pour les sociétés. Là aussi, d'un point de vue investissement, c'est intéressant parce que ça permet de mutualiser finalement les risques, les efforts, les bénéfices. Et du coup, au lieu de supporter tout seul les frais de la R&D qui peuvent être assez conséquents, finalement, on se met à plusieurs à partager ces frais-là. Et surtout, et c'est un moyen que les entreprises doivent connaître, c'est un fort moyen pour obtenir des subventions publiques de financement. Et cela à différents niveaux, au niveau régional, mais aussi au niveau national et surtout européen. Et du coup, ça permet d'obtenir évidemment un retour sur investissement plus rapide. Et ça permet vraiment à certaines sociétés, start-up, PME, de changer d'échelle
grâce à ces subventions publiques. Alors, je voulais faire un focus en particulier là, sur le programme Horizon Europe, du coup, qui a succédé au programme H2020, donc qui est tout récent, puisque de 2021, donc sur une période jusqu'à 2027. Il faut voir que c'est un budget qui est vraiment très conséquent, puisqu'il approche les 100 milliards d'euros. C'est un programme de soutien qui est aujourd'hui le plus ambitieux au monde. Quel est l'objectif finalement de ce programme ? L'objectif, c'est de développer un avenir qui soit durable, équitable et prospère pour tous les citoyens de la planète, pas uniquement de l'Union européenne, et répondre surtout aux enjeux sociétaux de demain. Ces enjeux, ils sont multiples, avec des appels à projets, et en fait, il y a 3 piliers dans ce programme. Le pilier numéro 2, qui a un budget du coup aussi très, très conséquent, puisque à peu près de 50 milliards d'euros, qui se compose, lui, en 6 thématiques qu'on voit comme essentielles, hein, la santé, la culture, la créativité, la sécurité civile, numérique, l'industrie, l'espace, le climat, l'énergie, la mobilité, l'alimentation, la bioéconomie, l'agriculture. Ça, ce sont pour les projets collaboratifs. Vous avez également des projets qui sont hors collaboration, en fait, qu'on peut voir de manière individuelle. Donc, c'est le 3e pilier qui, lui, est à peu près de 13 milliards d'euros. Et là, dans le cadre de ce pilier, en fait, on n'est pas obligé d'être dans un projet collaboratif. Et une start-up ou une PME innovante, elle peut proposer toute seule un projet innovant. Et elle peut être du coup soutenue par le dispositif EIC, donc avec des entreprises qui sont pour le coup très innovantes avec un projet risqué. Donc là aussi, je vous invite à aller voir en fait sur le programme, sur le portail de la Commission européenne, et même vous avez le site en fait horizon-europe.gouv.fr où vous avez beaucoup d'informations, notamment avec des webinaires, présentation des appels à projets, et qui peut être vraiment très utile. Et ce qu'on constate, c'est que les entreprises françaises s'autocensurent un petit peu, finalement, ne vont pas forcément chercher ces fonds-là, alors qu'il y a beaucoup à aller chercher dans le cadre de ces programmes, et que derrière, ça crée aussi une accélération avec des partenariats avec d'autres entreprises de l'Union européenne, mais pas que, puisqu'il y a d'autres pays qui sont aussi membres de pays amis, en fait, qui ont été adhérés. Par exemple, là, le Japon devrait rentrer, notamment pour répondre au sujet qu'ils ont pu déjà rencontrer en fait, du fait de leur histoire, en fait, notamment au niveau des risques climatiques. Au niveau des investisseurs, alors quelles sont finalement les stratégies pour attirer les investisseurs ? Le contrat, par exemple, le licensing, c'est une vraie pratique en fait intéressante, et on voit qu'en réalité, beaucoup de startups se créent comme ça, sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont prendre finalement des licences, voire des sous-licences de portefeuilles de brevets en fait, qui ont été générés en copropriété, justement dans le cadre de collaboration avec différents établissements publics. Et finalement, elles vont prendre des licences ou des sous-licences exclusives, et elles vont générer ensuite leurs propres actifs finalement de propriété intellectuelle. Et elles vont pouvoir elles-mêmes ensuite générer aussi des licences, et en donnant éventuellement pour différents domaines d'application, lorsque c'est possible, des licences à d'autres partenaires. Cet objectif, en fait, d'avoir des actifs de propriété intellectuelle, c'est très bien. De savoir encore les valoriser, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on s'est montré à l'investisseur finalement qu'avec ces actifs de propriété intellectuelle qu'on a, qui sont inscrits au bilan, on s'est généré encore un peu plus de valeur en donnant des licences en fait à des tiers. Ça permet aussi de passer en revue assez régulièrement finalement son portefeuille d'actifs et de dire finalement ça je l'exploite pas, pour autant ça a de la valeur, c'est intéressant, comment je peux le transformer en fait, et comment je peux en donner une licence à un tiers qui en aura besoin. Ça permet évidemment de générer tout de suite de revenus indirects qui permettent justement d'autofinancer de nouveaux projets de R&D pour l'entreprise. Évidemment, ça permet de faire des alliances stratégiques, parce qu'une entreprise qui serait très franco-française ou avec un marché européen, elle aura plus vite fait finalement de donner des licences de ses brevets à l'étranger, par exemple aux États-Unis, que d'implanter elle-même sa société. Donc c'est vraiment un outil en fait qui permet à la fois d'aller chercher de l'argent et en même temps de rassurer aussi les investisseurs. Ça permet forcément d'accélérer aussi sa croissance à l'international. Et on voit d'ailleurs, il y a certaines pépites françaises en fait qui ont pu un peu se casser les dents, c'est-à-dire qu'au moment de vouloir pénétrer le marché américain, elles n'avaient pas forcément fait les extensions qu'il fallait en fait sur
sur le territoire américain. Et même si elles étaient très bankable en France ou au niveau de l'Union européenne, et ben, en fait, elles avaient vraiment des blocages d'accès au marché américain parce qu'elles n'avaient pas protégé notamment ces brevets et que d'autres l'avaient fait évidemment sur le territoire. Donc, c'est vraiment à prendre aussi en considération d'arriver à se projeter en se disant, même si aujourd'hui je n'exploite pas, il faut que je me protège dans les pays clés, quitte à plus tard, même si je n'ai pas les moyens de le faire, donner des licences à des tiers. Et puis, évidemment, voilà, ça permet de construire une image de l'entreprise, hein, comme on le disait, en fait, de pouvoir démontrer qu'on est capable aussi de valoriser ses propres titres. Alors justement, quelles sont finalement les attentes des investisseurs en fait, pour terminer lorsqu'une start-up veut faire par exemple une levée de fonds? Évidemment, la première chose que va faire l'investisseur, c'est d'auditer en fait les titres de propriété intellectuelle pour savoir quelle est la protection, comment ça a été fait en termes de durée, combien il reste, notamment en termes de brevets ou de dessin modèle, puisque les protections sont limitées dans le temps, contrairement à la marque qui elle peut être protégée ad vitam aeternam, sous réserve de la renouveler évidemment. Et puis, on va identifier est-ce que la protection, elle a été bien faite, c'est-à-dire est-ce que finalement l'objet, le produit en question, il est bien couvert par les brevets qui ont été déposés. On va aussi, ça c'est un point très important, auditer la titularité des droits, c'est-à-dire notamment en particulier pour les brevets, on va justement vérifier la cohérence entre les désignations des inventeurs et les déposants, les ayants droit. Ou s'il y a des cessions, on va suivre la chaîne des inscriptions pour vérifier que tout soit en règle. Justement, comme les accords collaboratifs sont de plus en plus importants, on se rend compte que les innovations sont générées dans le cadre de ces collaborations et que du coup, ça génère beaucoup de copropriété. Et du coup, c'est vraiment important d'auditer finalement les contrats parce que auditer juste aujourd'hui des actifs de propriété intellectuelle, ce n'est pas suffisant. En réalité, un investisseur, il peut presque investir dans une société presque comme une coquille vide si finalement la société a l'apparence d'être propriétaire ou copropriétaire, mais par les contrats, elle peut avoir donné par exemple une exclusivité d'exploitation à un autre partenaire, un autre propriétaire. Donc c'est vraiment important d'aller vérifier dans les contrats. Et puis parfois, vous avez une apparence de régularité sur des registres, et en réalité, en regardant les contrats, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de respect de certaines dispositions contractuelles antérieures, et que du coup, c'est un loup à soulever, et que ça peut être un axe de régularisation aussi, mais l'investisseur, il veut le savoir avant d'investir. On va évidemment aussi recenser les éléments qui ne sont pas protégés, en fait, donc au titre d'actifs de propriété intellectuelle, mais qui vont relever du secret des affaires, qui ont aussi beaucoup de valeur, et on va identifier comment l'entreprise en fait organise le secret en interne. Et on va regarder effectivement est-ce qu'il y a une cohérence de protection entre le portefeuille d'actifs de pays tel qu'il existe, la roadmap technique, et de voir quelles sont les failles et comment on peut finalement, est-ce qu'on peut rattraper, puisqu'en matière de brevet, il y a ces conditions de beauté, et si on peut rattraper, comment on peut le faire. Et enfin, dans les contrats, il y a des clauses très sensibles en fait, pour les investisseurs et du coup, de pouvoir les connaître d'avance, ça permet au final de mieux les intégrer dans les négociations de vos contrats. Et du coup, les conseils en propriété industrielle accompagnent les entreprises pour justement, alors la particularité des conseils, c'est que vous avez à la fois des juristes et des ingénieurs, donc qui travaillent ensemble dans les mêmes cabinets et qui du coup vont pouvoir avoir cette double vision, en fait, cette double lecture des contrats et de pouvoir finalement accompagner l'entreprise au mieux pour négocier ces accords de collaboration ou de valorisation tels que des licences ou des cessions, en intégrant justement les attentes finalement des investisseurs pour se dire dans 3-4 ans, quand on fera une levée de fonds, ces clauses-là, elles vont être regardées et elles vont les rassurer. Et enfin, dernier point, finalement, quand on est une start-up et qu'on veut justement aller séduire des investisseurs, on va raconter une histoire et on va raconter la création de la société. Et c'est très important aussi de savoir pitcher sa pays, c'est-à-dire d'expliquer finalement pourquoi on a fait tel et tel choix stratégique et pourquoi on a renoncé à telle protection, par exemple. Et ça, il faut être prêt. Et de même pour les contrats, en fait, il faut pouvoir expliquer que ce soit cohérent. Et donc, nous, les conseils, on est aussi là pour aider l'entreprise à pitcher sa pays auprès des investisseurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et évidemment, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci.
Alors, merci beaucoup à tous pour ces présentations très claires. On a quelques questions qui ont été posées dans le chat et notamment à l'attention de Paul et Eric. Est-ce qu'il est possible de cumuler les aides financières de l'INPI et des subventions de l'EIPO? Et si oui, comment, en fait, dans quelle proportion et selon quelle organisation? Donc, je vous laisse y répondre. Eric, je peux commencer et Oui. si vous voulez bien, et vous compléterez. Donc oui, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait effectivement les aides au titre du passe-pays à l'INPI et puis les chèques, et deux catégories de chèques pour l'EU IPO. Voilà. Donc, ce que fait l'INPI, c'est que l'INPI prend en charge 50% de la dépense en payant cette moitié de la dépense directement au prestataire. Par exemple, un CPI qui va aider une entreprise à déposer un brevet en Allemagne. Ça va coûter 3 000 €. Eh bien, 1 500 € seront payés directement au CPI par l'INPI. Voilà. Et puis, le UIPO permet, grâce au chèque numéro 2, de rembourser jusqu'à 750 €, mais des taxes et redevances qui sont liées à ce dépôt de brevet. Donc, ça n'est pas la même catégorie de dépenses qui sont couvertes à la fois par l'aide donnée par l'INPI et par l'aide donnée par le UIPO. Donc, les deux sont cumulables. Oui. Je ne sais pas, Eric, si tu voulais compléter. Oui, tu as très bien Ouais. expliqué. Ce qu'il faut, donc peut-être que ça leur a mis la puce à l'oreille quand j'ai dit qu'il devrait avoir une déclaration sur l'honneur qui disait qu'ils n'ont pas reçu aucune aide de l'Union européenne. En fait, quand on parle, c'est aucune autre aide qui rentre dans le cadre des aides fournies par la Commission européenne ou par le UIPO. Mais effectivement, donc, on peut compléter et on peut demander des aides dans des organismes différents, effectivement, car ça ne rentre pas dans le même cadre, disons, de subvention. Vous êtes en mute. Ah, oui. Donc là, c'est une question pour Charlotte. Si vous pouvez expliquer les rôles du représentant en tant que conseil en propriété industrielle dans la demande de financement. Je pense que ça, c'est super important. Alors, nous, en fait, on n'a pas de rôle actif dans le sens où, par exemple, pour le passe-pays ou les aides auprès de l'UPO, c'est l'entreprise en fait qui va faire la démarche en fait de faire cette demande. Et ensuite, nous, effectivement, on les accompagne lorsque la demande est acceptée, en fait. Donc, on peut faire la prestation et elle va être financée, du coup, en partie. Mais on n'a pas de rôle actif, en fait, dans les demandes qui vont être gérées. En revanche, évidemment, on va informer nos clients, effectivement, du fait que ça existe, même si souvent, ils sont suffisamment informés, ils ont accès à ces informations-là. Mais on n'a pas de rôle actif, nous, effectivement, dans cette demande de financement. On est plus là pour leur expliquer que ils peuvent avoir ces aides, en fait, qui sont souvent, en fait, pour les startups, des aides à passer le pas, en fait. Et en réalité, une fois qu'elles ont fait déjà ces premières prestations, elles y prennent goût, en fait, elles voient l'intérêt. Et du coup, elles continuent à travailler avec nous sans forcément, effectivement, avoir des aides à chaque coup. Mais c'est un bon aide à la décision pour une entreprise pour sauter le pas. Vous voulez compléter? Excusez-moi, si je voudrais peut-être compléter ce que disait Charlotte. Il est vrai que les représentants font un grand travail d'information d'information et de promotion par rapport à cette subvention. Mais ce qui devrait être dit aussi, c'est que effectivement, la demande de subvention peut être effectuée par un représentant. Donc, le représentant doit avoir l'autorisation, effectivement. Mais ce qu'il faut être dit, c'est que après, donc, le remboursement sera effectué sur le compte bancaire de l'entreprise, donc de la PME. Voilà.
Oui, tout à fait. Là, on peut le Donc, faire nous comptons effectivement. effectivement, Ouais. nous comptons sur les représentants. Donc, effectivement, pour tout ce qui est un travail de projection, ce que soit une projection territoriale ou une projection de concept, hein, de voir un peu quel titre choisir. Mais, donc, c'est déjà beaucoup de leur part. Il est vrai que les PME sont au courant de ces subventions, mais effectivement, tant le UIPO comme l'INPI, même si nous offrons des services guidant les PME dans le choix de leur titre de pays, il est vrai que nous avons une relation étroite avec les juristes. Et les conseils. Oui. Très bien. Ouais. Paul, vous voulez compléter également? Paul, Pardon, j'ai pas vous entendu. voulez compléter les rôles de Ah ben, conseil? les conseils en S'il vous plaît. propriété industrielle, c'est essentiel. Comme je l'ai dit, nous avons un partenariat sur l'Île-de-France, mais ça existe aussi dans d'autres régions, qui permettent aux conseils en propriété industrielle de venir accompagner gratuitement, donner une prestation gratuite de 30 minutes à des entreprises que nous avons rencontrées. Par ailleurs, nous finançons avec le Pass-Pays la moitié de la prestation qui est facturée par un CPI sur les 15 sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, on travaille vraiment très étroitement avec les CPI, hein, et c'est au bénéfice des entreprises in fine. Nous avons une question pour Charlotte en particulier sur le chat. C'est si j'ai obtenu une licence d'exploitation exclusive sur un brevet, est-ce que je peux générer des contrats de licence à mon tour sur le brevet pour des tiers ou faut-il que le brevet m'ait été cédé? Alors, merci pour cette question. En fait, effectivement, quand on bénéficie d'une licence, on ne peut pas en fait donner de licence. En revanche, on peut donner des sous-licences à des tiers. Encore faut-il que ça a été autorisé. En fait, donc c'est un axe de négociation justement dans le contrat de licence. Et justement, pour les investisseurs, c'est un des points importants qu'ils regardent parce que forcément, si on a une startup qui a une licence exclusive de brevet, déjà c'est très bien parce qu'elle est exclusive. Donc, du coup, a priori, d'autres concurrents ne peuvent pas l'exploiter. Donc, c'est rassurant pour l'investisseur d'avoir cette exclusivité. Mais c'est un peu encore mieux si on a en plus négocié le droit de donner des sous-licences. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça veut dire que la société, elle va pouvoir faire fructifier davantage, c'est-à-dire que pas uniquement par son exploitation à elle directe du brevet, mais aussi en donnant des sous-licences à des tiers. Et alors, bon, évidemment, pour le concédant, autoriser des sous-licences comme ça, c'est donner un peu un blanc-seing, donc ça peut être un peu stressant. Et donc, il y a différents moyens, en fait, de pouvoir trouver un équilibre entre cela, notamment d'informer sur l'identité des futurs sous-licenciés, de contraindre, en fait, les sous-licenciés à respecter les termes et conditions de la licence, c'est-à-dire que les termes soient assez proches. Évidemment, de déterminer quels seront les revenus de cette sous-licence qui vont pouvoir bénéficier à terme aussi aux concédants. Hein. Mais du coup, oui, c'est un point qu'il faut négocier, mais ce n'est pas une licence, c'est donner une sous-licence entière. Et évidemment, si on devient propriétaire, c'est-à-dire que la licence va s'arrêter, et dans ce cas-là, en étant propriétaire, on pourrait donner effectivement des licences directement à des tiers. Mais encore faut-il qu'on ait l'accord du concédant pour nous céder le brevet. Donc, la clause pour autoriser des sous-licences, elle est importante à négocier effectivement dans un contrat. Merci pour cette réponse. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez compléter les messages passés aujourd'hui pour la jeunesse, au meilleur avenir? Des messages clés à partager avant de clôturer ce webinaire? Eric, vous voulez commencer? Un dernier message avant de clôturer? Le son, s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi. Le message important à passer, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a bien fait le tour de voir des problématiques et des obstacles que peuvent rencontrer une PME en face de sa stratégie commerciale, mais aussi de propriété industrielle. Donc, on a vu un aspect important, c'est l'aspect du financement. Un autre aspect important qui est les organismes nationaux et européens, mais aussi
voir un peu le conseil en propriété industrielle. Donc, le message à passer, c'est effectivement tout est en ligne et c'est à quelques clics. Moi-même, je vais souvent sur la page de l'INPI et pour prendre quelques inspirations pour mes présentations en français, et je vois une page très bien présentée et dirigée donc aux PME. Avant, on avait des pages qui étaient qui rentraient dans des débats comment dire, trop intellectuels peut-être pour le financement d'un titre de propriété industrielle. Donc maintenant, je vois l'effervescence de pages un peu plus directes. Donc ce que je voudrais dire, c'est aller consulter ces pages et donc n'ayez pas peur de rentrer dans ce merveilleux monde. Moi, pour terminer, peut-être, ce que je pourrais vous partager, c'est de dire qu'effectivement, les entreprises, il faut qu'elles intègrent le plus en amont possible une stratégie de propriété intellectuelle pour qu'elle soit en adéquation finalement avec la stratégie et leur business plan. Et comme toujours, en fait, il faut savoir bien s'entourer. Donc, effectivement, allez à la page aux informations et aujourd'hui, vous avez plein de moyens d'être bien informés, mais aussi de pouvoir bien s'entourer dès le départ. Parce que parfois, en fait, quand on est une start-up, on n'a pas forcément toujours les moyens au départ. On veut faire vite. Et en fait, parfois, on fait mal et du coup, ça peut être parfois rédhibitoire. On peut vraiment passer à côté en fait, de la transformation d'une perle en pépite parce qu'on a mal opéré en fait, certaines opérations dès le départ. Donc, vraiment, savoir bien s'entourer. Et puis, finalement, comme le disait Émilie, je pense que c'est très juste, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est un investissement au départ, mais qui va porter ses fruits avec certitude. Donc allez-y. Magda, je peux compléter Oui. juste pour rappeler simplement que lorsqu'on est un jeune entrepreneur, par exemple, puisque c'était le public auquel on devait s'adresser plus particulièrement, on n'a pas toujours en tête tout ce qu'il faut faire. Mais il est facile, en nous posant des questions et en accédant à toutes ces prestations gratuites dont j'ai parlé, de pouvoir faire le catalogue de toutes ces procédures auxquelles il faut faire attention. Donc, le premier conseil, ça serait de nous consulter à l'INPI et d'obtenir ce rendez-vous pour pouvoir vous aider. Et le second, c'est si vous voulez creuser le sujet de la propriété intellectuelle, industrielle, vous pouvez aller sur le site de l'INPI et regarder les MOOC de l'INPI. Nous avons des programmes de formation en plusieurs heures, c'est parfaitement accessible et gratuit et ça permet de se former à cette matière et de connaître les bases qui seront nécessaires tout au cours du développement de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à utiliser également ces MOOC de l'INPI qui sont en ligne et à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Bon, du coup, j'ai la lourde charge de proposer un mot de la fin. Je dirais qu'effectivement, c'est le World IP Day dédié aux jeunes. Donc, quand on est jeune, on a envie de changer le monde un peu, on a envie de laisser une trace. En tout cas, on a toujours plein d'idées, ça c'est clair. Et quand on a plein d'idées, il y a déjà plus ou moins la propriété intellectuelle qui peut être là en sous-jacent. Ce qu'on a prouvé, je pense, c'est déjà qu'on a un écosystème qui est hyper favorable et qui a envie en fait de booster et de donner une chance à toutes ces idées et de dire en fait finalement l'entrepreneuriat n'attend pas le nombre des années, c'est ouvert à tous, y compris les jeunes. Et quelque part, comme l'a dit Charlotte ou Eric, je ne sais plus, mais Charlotte a dit il faut être entouré et on est là pour vous dire vous serez entouré. On sera là. Et puis, je crois que c'est Eric qui disait la marche la plus difficile, c'est la première. Et en fait, finalement, quand on a une main tendue, c'est toujours plus facile. Donc, il y a un écosystème favorable, tout un tas d'acteurs qui sont reliés. On est reliés là, donc ça, c'est intéressant aussi de le voir. Nos outils, d'ailleurs, communiquent quelque part entre eux. Ils ont à cœur de pouvoir faire en sorte que ces idées prennent forme et finalement qu'on arrive à faire des choses aujourd'hui juste incroyables par l'innovation. Donc, c'est peut-être ça le mot à retenir, c'est que
Il n'y a plus besoin d'hésiter. En tout cas, le risque, il est minime, hein, sincèrement. On peut malgré tout aussi parfois se tromper et puis se relever de ses erreurs. Et en tout cas, il y aura toujours effectivement un écosystème très favorable pour vous accompagner. Merci. Merci, Émilie, pour ces derniers mots et messages. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Vous avez plein d'idées aussi pour les PME. Et aujourd'hui, l'environnement est super favorable, surtout en France et surtout aussi au niveau européen. Je vous remercie à tous, aux participants, à chaque intervenant. C'était spectaculaire. Je vous remercie énormément pour votre participation. Le webinaire va être disponible, les replays en ligne. Donc, vous pouvez y accéder, regarder à nouveau, partager. Un grand merci de la partie de Lancify aussi. Et je vous souhaite une super belle journée. Fêtez bien la Journée mondiale de l'API. Et nous restons en contact à disposition. Les présentations pourront être partagées également, si vous souhaitez. Merci beaucoup. Je vais clôturer. Merci à Delphine aussi, c'est ma collègue. Donc, je vous dis au revoir et bonne journée à tous. Merci Magda, merci Delphine. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. À bientôt, Au revoir. Merci. Merci.